Avez-vous entendu la musique qui jouait il y a quelques instants? Et pour ceux qui suivent régulièrement Ésotérisme expérimental, vous avez dû remarquer qu'à chaque fois que je présente Bernard, on entend toujours ça. Et ça, c'est de la musique de Wagner. Je trouve qu'elle s'adapte parfaitement bien à Bernard de Montréal. Wagner. Et Wagner était le musicien préféré d'Adolf Hitler aussi, hein? Un petit shot? Une petite shot de cognac? C'est parce qu'avec tout ce qu'ils mettent dans l'eau du robinet aujourd'hui, là, c'est une mixture qui est presque aussi explosive que du cognac. On n'entend pas bien, hein? On monte le volume, s'il vous plaît? Les techniciens en arrière, est-ce que ça s'en vient mieux, là? Oui, bon. Bonsoir, Bernard de Montréal. Ben là, t'es chez vous, là, ici, c'est Jacques Maisonneuve, hein? C'est mieux que n'importe où ailleurs. Bernard, le public, le peuple m'a donné carte blanche pour te manipuler ce soir. T'imagines la joke? Depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'on joue à chaque fois à Ding et Dong. À Laurel et Hardy. Il m'écoute, là, tu sais. Vous auriez dû entendre la conférence à Québec. Il m'a tapé sa tête. Glenn, l'ésotérisme, c'est fini! Fait que ce soir, on va prendre l'autre côté de la mécanique, si on veut. Alors, Bernard, si je te pose une question, comment l'esprit réussit-il à agir sur les plans inférieurs de la matière en passant par le double astral lorsqu'il s'incarne dans le corps humain? D'abord, c'est pas l'esprit qui s'incarne, c'est l'âme. Grosse différence. L'esprit, c'est la lumière. L'âme, c'est la totalité expérientielle, mémorielle de l'homme, à travers une vie, une autre vie, dans un système solaire, dans un autre système solaire. Donc, c'est pas l'esprit qui s'incarne. L'esprit travaille avec le matériel mémoriel de l'homme pour le faire évoluer, le faire évoluer, le faire évoluer, jusqu'à ce que l'âme soit suffisamment évoluée pour que l'esprit s'unifie à lui dans un processus de fusion. Donc, c'est très important de comprendre et de réaliser les différences entre l'âme et l'esprit, parce que si on parle seulement d'âme, on parle d'expérience. Si on parle d'esprit, on parle d'intelligence créative, qui éventuellement est suffisamment rapprochée de l'expérience, absorbable par l'expérience, pour unifier la totalité de l'expérience sur le plan planétaire et sur le plan cosmique. Il faut définir les termes. Il faut les redéfinir si c'est nécessaire. Donc, il faut utiliser l'esprit pour jeter de la lumière sur les composantes mentales de l'homme, sur son expérience, sur ce qu'il perçoit, mais aussi sur les limites de son expérience. L'homme a besoin d'un contact avec les autres plans pour justement jeter de la lumière sur les plans auxquels il n'a pas accès naturellement. L'être humain sur le plan inférieur, comment est-il conscient qu'il a un esprit sur les plans de la lumière? Il peut communiquer avec. De quelle façon? Il communique avec l'esprit de la même façon qu'il peut communiquer avec un homme, avec cette différence que ce qui lui permet de communiquer avec l'esprit, c'est l'ouverture des voiles sur le plan mental. Le plan mental de l'homme, il est fermé. La fermeture du plan mental crée pour lui la faculté de réflexion. Donc, cette faculté de réflexion empêche l'homme de prendre conscience de sa capacité de communiquer télépsychiquement ou télépathiquement avec l'esprit ou le double. Une fois que l'homme peut communiquer avec le double ou l'esprit, à ce moment-là, il a accès naturellement à beaucoup d'informations concernant la vie sur le plan matériel ou la vie sur les autres plans.
Qui régit la vie de l'être humain sur la Terre? Est-ce que c'est son double qui a le pouvoir de la lumière ou est-ce que c'est dans les ténèbres l'être humain qui est incarné ici sur Terre qui a le pouvoir? Sur le plan matériel, l'homme est régi par les forces astrales, donc il est régi par les forces de l'âme, sa propre âme. Mais aussi, il peut être régi par d'autres âmes, par d'autres entités, par d'autres forces astrales. Et c'est ce qui produit dans sa vie l'expérience, autrement dit, une vie qui n'est pas comprise dans sa globalité. Si l'homme est en communication avec son double, par exemple, il pourrait comprendre le mouvement de l'âme, il pourrait comprendre le mouvement des entités astrales dans sa conscience, il pourrait comprendre l'existence d'un monde parallèle qui est le monde astral ou le plan de la mort comme étant un monde habité comme nous ici sur le plan matériel on est. Il pourrait réaliser que ça fait partie de l'organisation du plan astral d'influencer l'homme, soit négativement ou spirituellement. Mais l'influence négative ou spirituelle, positive, ne donne pas à l'homme de l'intelligence. Autrement dit, un type peut être meurtrier, peut être influencé par le mal ou par les forces involutives astrales inférieures, comme un type peut être influencé par les forces spirituelles et aussi demeurer dans l'ignorance. Est-ce que le plan astral est que négatif? Non. Il y a le bas plan astral, il y a le haut plan astral. Mais dans les deux cas, que nous parlions du plan astral inférieur, qui est le plan réellement, évidemment négatif, et le plan astral supérieur ou le plan astral spirituel, il demeure que le plan astral, c'est le plan de la mort. C'est le monde de la mort. Et c'est pourtant ce plan astral qui incarne l'être humain sur la Terre. C'est de ce plan astral-là que l'homme s'incarne sur la Terre. C'est de ce plan astral-là que l'homme prend conscience sur la Terre du pouvoir de la mémoire consciente ou inconsciente sur sa vie personnelle. Mais l'homme doit aller plus loin. L'homme doit en arriver à prendre conscience du plan mental pour pouvoir ajuster sa conscience astrale sur le plan matériel et en arriver éventuellement à une vie libre. Libre dans le sens créatif du terme, pas dans le sens idéologique du terme. Qui nous dit que l'esprit est capable d'entrer en relation avec l'être humain? Ça fait partie du domaine de l'esprit, ça fait partie de sa fonction, ça fait partie de sa lumière, ça fait partie de son ordre, ça fait partie de la nature de la descente de l'énergie vers les plans inférieurs. C'est naturel que l'esprit entre en contact avec l'homme. Le problème, ce qui rend difficile cette compréhension-là, c'est que l'homme aujourd'hui vit sa pensée sur le plan réflectif. Donc, il y a une pensée subjective. Si l'homme avait une pensée objective, il se rendrait compte du phénomène du contact entre le double et l'ego. Ce serait évident, parce que premièrement, il aurait accès à une intelligence qui n'est pas mémorielle, il aurait accès à une intelligence qui est autant savante du passé que de l'avenir. Il aurait accès à une intelligence qui lui expliquerait globalement ce qu'il est, comment il fonctionne. Il aurait accès à une intelligence qui lui explique les mystères de la vie. L'homme ne peut pas rationaliser, l'homme ne peut pas réfléchir sur les mystères de la vie. Dans le sens de les découvrir d'une façon objective, il faut qu'il passe à une étape supérieure de sa conscience. Donc, cette source d'information, cette source de science, ça fait partie du savoir, ça fait partie du domaine de l'esprit, donc ça fait partie de la relation entre l'ego et ce plan-là. Mais tant que l'homme peut vérifier les connaissances qu'il acquiert, il est protégé. Du jour où il recevra des communications auxquelles il devra se fier, soi-disant parce qu'elles arrivent du monde de l'esprit, il ne sera plus protégé parce qu'il se fiera à ces communications. Non, d'ailleurs, c'est très dangereux. L'homme, vous savez, dans mon livre, j'ai fait un chapitre, j'ai dédié un chapitre au mensonge cosmique. Mm-hmm. Bon. Et je considère que la réalisation et la compréhension que le mensonge cosmique existe sur une planète expérimentale telle que la nôtre, c'est probablement la plus grande percée du mental humain dans l'organisation psychique du moi.
depuis le début de l'évolution. L'homme ne peut pas se permettre de croire, même s'il est en communication avec son esprit. Et d'ailleurs, si l'homme est en communication avec l'esprit ou avec le double, il va être instruit dans cette science. Il va être instruit de ne pas croire. Cette communication avec le double, ça donne l'impression qu'il est en communication par la voix de la conscience, qui lui dit, qui lui dicte, qui l'inspire. Le mot conscience, c'est un mot qui est extrêmement limité psychologiquement en ce qui concerne la définition réelle de l'homme. Le mot conscience est utilisé à toutes les sauces. Dans le fond, à partir du moment où l'homme communique avec les plans ou avec le plan mental, sa conscience devient plus grande. C'est-à-dire que ce que nous appelons conscience grandissante, c'est la conséquence de ce mouvement d'énergie-là. Donc, c'est évident que si un homme... Bon, prenons 3 possibilités pour l'homme. Prenons la possibilité où l'homme réfléchit ou vit simplement une pensée subjective. Sa conscience est très limitée. Prenons l'autre possibilité où l'homme, par exemple, va vivre en contact suffisamment étroit avec le plan astral à travers une certaine forme de médiumnité. OK? Sa conscience est un petit peu plus grande, mais il est encore manipulable. Prenons l'autre cas où l'homme est en conscience avec le plan mental, avec le plan où le double se situe, connecte avec l'homme. Sa conscience aussi grandit, elle est encore plus vaste. Mais dans chaque étape de l'évolution de sa conscience, il sera obligé de prendre conscience des trappes. Autrement dit, se conscientiser, dans le fond, c'est très simple la définition. C'est prendre conscience des trappes. C'est prendre conscience des illusions qui peuvent être extrêmement subtiles. C'est prendre aussi conscience dans sa finalité, de l'existence du mensonge cosmique. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est en contact avec son double, il est en contact avec une source d'énergie rayonnante tellement vaste que si ce contact se fait avec l'homme et qu'il est absolu, dans ce sens qu'il n'y a pas de condition, automatiquement, l'homme, sur le plan matériel, il a des pouvoirs à tous les azimuts. Donc, selon la nature de l'homme et à cause de la nature de l'homme, à cause de la nature réflective de l'ego, à cause de l'orgueil du mental, à cause de l'astralisation possible de l'ego, il est évident qu'avant que le double ouvre les archives universelles à l'homme, autrement dit, lui donne une connaissance absolue, instantanée, sans aucune condition, le double va travailler à l'épuration de la conscience, c'est-à-dire à l'éveil de la conscience, à la déastralisation de la conscience dans tous les plans de la conscience. Autrement dit, je donne un exemple. Admettons qu'un homme est très matérialiste et qu'il vit un jour un contact avec le double. Son expérience psychologique face au matérialisme va être détruite quelque part dans son expérience. Autrement dit, il va être donné de vivre une expérience qui va lui faire reconnaître qu'il y a des mondes parallèles. Je prends par exemple, il y avait le type à la télévision hier soir, un Américain, qui a cessé d'aller à l'école à 7 ans, il n'a jamais été intéressé à lire des livres, et un jour, il y a eu un accident. Il était dans son garage, puis le camion a tombé sur lui, et il a vécu une expérience clinique. Et dans son expérience clinique, il est sorti de son corps matériel, et il a vécu cette expérience, et aujourd'hui, ça l'a tout changé sa vie. Ça l'a changé sa vie, mais il ne connaît pas nécessairement, parce qu'il a fait l'expérience, les lois de ces plans-là. Mais déjà, ça l'a changé sa vie. Donc, sur les plans subtils, cet homme-là, dans son expérience, autant pour son expérience personnelle que pour l'expérience publique, parce que c'est venu à la télévision, ceci. Cet homme-là, il lui a été donné de vivre une expérience profondément transformatrice, et cette expérience-là le fait passer de la conscience purement matérielle à une conscience plus spirituelle. Donc aujourd'hui, le type, c'est un type qui est réellement spirituel. Mais c'est pas fini. C'est pas un type qui nécessairement possède une conscience mentale, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'expliquer la nouménologie, autrement dit, le phénomène au-delà de la matière. Pour expliquer le phénomène au-delà de la matière, le bien comprendre,
il faut avoir un contact avec un niveau d'intelligence qui est dans ces plans et au-dessus de ces plans-là, mais il faut que l'homme en arrive à être suffisamment conscient des lois de ces mondes, dont le monde astral est très important, lois qui font en sorte que l'homme qui entre dans des domaines neufs, nouveaux, inconnus, il a tendance, à cause de son émotivité, sa spiritualité, il a tendance à croire l'information qui lui vient. Et ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que l'homme en lui-même, c'est un être de lumière. Autrement dit, l'homme est déjà en contact avec son double, mais il est inconscient. Tous les hommes sur la Terre ont une source de lumière. La preuve, c'est que tous les hommes peuvent penser. La pensée, c'est de la lumière. Mais cette pensée, elle est astralisée. Donc, l'homme, il faut qu'il remonte le courant de la pensée. Il faut qu'il remonte à la source. Et dans ce processus-là, il est obligé, de par sa propre lumière, d'éliminer toutes les formes mensongères qui peuvent être le produit du contact de la lumière avec les plans inférieurs, d'où le mensonge cosmique. À partir de ce moment-là, l'homme devient un être libre, sa fusion est intégrale et son identité, elle est totalement intégrale. Où se situe l'astral et qu'est-ce qui crée l'astral? L'astral est créé par la mémoire. C'est un monde parallèle qui est créé par la mémoire. Ça fait partie des mondes parallèles. Monde atomique? C'est un monde atomique, c'est un monde subatomique, c'est un monde qui fait partie, dont la longueur d'onde est très, très différente de celle que l'on connaît. Donc, c'est un monde qui nous est invisible, mais il nous devient visible, ce monde-là, le soir, quand on dort. Quand l'homme dort, quand il rêve, il va dans le monde astral. Mais le monde astral, c'est un monde qui est très vaste. C'est un monde qui fait partie, par exemple, de l'imagination. C'est un monde qui fait partie du subconscient. C'est un monde qui, dans le fond, au bout du subconscient et au bout de l'imagination, devient le monde de la mort. Donc, le plan astral, c'est un monde qui est très vaste parce que c'est un plan qui contient et qui enregistre toutes les expériences de l'âme, de l'homme en tant qu'individu et de l'humanité en tant que collectivité. Heureusement qu'il existe. Mais heureusement qu'il existe. Il existe. C'est un fait de la nature. C'est un fait de la nature psychique. C'est un fait de la composante psychique de l'homme. C'est un fait qui ne peut pas être poussé parce que l'expérience de l'humanité involutive, l'expérience occulte, ésotérique de l'humanité a déjà établi l'existence de ce plan-là. Mais le problème, c'est la compréhension des lois de ce plan-là. Et pour que l'homme comprenne les lois de ce plan-là, il faut qu'il passe à un autre plan, au niveau du plan mental, pour ensuite regarder le plan astral d'une façon objective. Si l'homme est dans le plan astral ou fait l'expérience du plan astral à un niveau ou à un autre, il ne peut pas connaître les lois du plan astral parce qu'il est régi par les lois de l'âme. Il est régi par les lois de l'évolution. Il est régi par les lois de la mort. Il est régi par les lois des morts. Il est régi ultimement par les lois lucifériennes qui font partie de la descente de l'énergie dans la matière. Je n'emploie pas le terme luciférien dans le sens moral chrétien. J'emploie le terme luciférien dans le sens de la cosmogenèse, dans le sens de la métaphysique, dans le sens de l'esprit qui s'est détaché de la lumière pour remplir un rôle de construction vers les plans inférieurs. Donc, le plan astral est régi par ces forces-là, et c'est pour ça que l'homme, aujourd'hui, au XXe siècle, vit une très grande polarité en ce qui concerne le bien et le mal. Nous avons le phénomène dans le monde, nous avons le phénomène des religions aujourd'hui dans le monde, un phénomène qui devient de plus en plus à la page, un phénomène qui va créer énormément de remous dans le monde. Pourquoi? Parce que l'homme peut être très, très sincère dans sa religion, dans sa religiosité, dans l'astralité spirituelle de sa conscience inférieure, mais il ne connaît pas les lois. Et si l'homme ne connaît pas les lois du plan astral à ce moment-là et qu'il est très religieux dans sa conscience spirituelle, il va vivre des expériences, ou l'humanité va vivre des expériences qui feront partie du karma de l'humanité. Oublions cette démarche très spirituelle pour prendre celle à l'opposé de la démarche très scientifique. Mm-hmm. Et l'homme qui, dans une démarche très scientifique, voudra vérifier, toucher, mesurer toutes les choses de son environnement, de sa réalité, est-il tout à fait libre d'agir sur la réalité? Libre d'agir dans quel sens? Qu'est-ce que vous entendez par libre? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous libre? Dans le sens de la créativité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières et donc plus de morale. Bon.
s'il n'y a plus de frontières, autrement dit, si l'homme est libre dans le sens de la créativité de sa conscience, il n'a plus besoin de morale évolutive. Autrement dit, pour vous donner un exemple, On casse les os d'un enfant 2, 3, 4, 5, 6 pour se rendre compte qu'après 8 fois, les os ne reprennent plus. Il faut le savoir. C'est dans la démarche scientifique de vérifier les choses. c'est dans la démarche scientifique de vérifier les choses, mais ça fait partie de l'évolution de la conscience d'en arriver éventuellement à être libre. Autrement dit, être libre, c'est être dans l'expression créative de cette conscience. Si la conscience de l'homme est universelle, si elle est créative, si elle est parfaite en soi, à ce moment-là, l'homme n'a pas besoin de vivre à l'intérieur d'un code de vie qui est conditionné par la culture, l'évolution de la race ou la mémoire de la race. Donc, un homme conscient, S'oppose à tout ce qui est involutif. ce n'est pas qu'il s'oppose, il comprend ce qui est involutif, mais il ne vivra pas des conditions de l'involution. Autrement dit, moi, je n'ai pas à être dit de ne pas tuer pour ne pas tuer. Je n'ai pas besoin de code moral pour ne pas voler. Ça fait partie de la conscience d'être créatif. Donc, dans la conscience créative, on ne tue pas, on ne vole pas. La raison pour laquelle l'homme tue ou pour laquelle l'homme vole, c'est parce qu'il est astralisé dans sa conscience. L'homme ne tue pas et ne vole pas naturellement. Il est poussé, il est astralisé dans sa conscience. Et ça fait partie de l'évolution de l'âme. Ça fait partie de l'expérience de l'homme. Et au cours des millénaires, le code change, les formules changent. Et nous arrivons à la fin du 20e siècle où, parce que les religions ont perdu leur pouvoir sur l'homme, autrement dit parce que le code de la moralité est moins puissant qu'auparavant, ce code de la moralité qui auparavant était maintenu par la religion, maintenant est maintenu par l'État. Si aujourd'hui vous tuez ou si aujourd'hui vous volez, vous ne répondrez plus autant à Dieu ou à l'Église, mais vous allez répondre à la police. Donc, c'est simplement un transfert à un niveau plus matériel et probablement que l'efficacité est aussi grande, sinon plus. Donc... Qui établit les règles? Autrefois, c'était Dieu qui avait inspiré les hommes en donnant 10 commandements, entre autres dans le christianisme, le judéo-chrétien, en disant tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc., etc. Les 10 commandements. Oui. Les commandements de l'État... Au cours de l'évolution, pendant l'évolution, l'homme devait être donné des règles parce que l'homme n'était pas libre. Donc, on devait lui donner des règles. Les initiés lui ont donné des règles pour comprendre, pour vivre une vie un peu plus paisible, plus harmonieuse. Mais au fur et à mesure où l'homme passe de l'involution à l'évolution, moins il a besoin de règles établies auparavant, parce qu'il ne fait plus partie de la même conscience involutive, il fait partie d'une conscience évolutive. Mais il sera obligé, forcé de respecter les règles de la conscience involutive, parce que les règles de la conscience involutive servent encore l'homme de l'évolution. Mais lui-même vivra d'une façon libre, créative. Autrement dit, les règles sont nécessaires tant que l'homme n'a pas de conscience créative. Mais une fois que l'homme a une conscience créative, il n'a plus besoin de règles parce qu'il est déjà réglé, il n'est plus déréglable. Et lorsqu'il reçoit une opposition dans son chemin de conscientisation, comment doit-il réagir? Ça dépend de l'expérience de chacun. Ça dépend de l'expérience de chacun. Un homme qui serait conscient et qui vivrait une opposition dans son chemin, vivrait cette opposition selon sa propre conscience, selon sa propre sensibilité, selon sa propre capacité de traiter intelligemment avec cette opposition. Mais plus l'homme sera conscient, moins il sera affecté par l'opposition parce que plus il comprendra l'involutif de l'opposition. Sinon, il vivrait de grandes souffrances spirituelles, il vivrait de grandes souffrances psychiques. Autrement dit, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce que l'on voit aujourd'hui dans le monde, les famines, les meurtres, tout ceci, tout cela. Effectivement, on le voit parce que, d'ailleurs, tout le monde le voit, mais une personne consciente le voit, mais il le voit à un autre niveau. Il le voit à un niveau où ce qui se passe dans le monde fait partie du karma de l'évolution de l'humanité.
il ne le voit pas dans le monde d'une façon psychologique et qui va le terroriser, lui, sur le plan psychique. Même si les hommes aujourd'hui ou demain, pour moi, se déchirent ou s'entretuent, ou s'il y a toutes sortes d'abus dans le monde, comme nous sommes en train de voir, d'une façon de plus en plus graduée, ceci ne change rien dans ma vie à moi. Parce que ça fait partie du karma de l'humanité. Si j'étais involutif, si j'étais inconscient, si je ne pouvais pas comprendre le karma mondial, si je ne pouvais pas comprendre le karma des races, ainsi de suite, à ce moment-là, oui, je serais peut-être le premier à me promener avec des bannières ou à me promener avec des signes pour combattre ceci. Mais ceci ferait partie de l'expérience de mon âme. Mais se promener avec des bannières, c'est aussi pour aider les autres à devenir un peu plus conscients. Se promener avec des bannières, ça fait partie du besoin spirituel de l'humanité d'ajuster sa spiritualité et d'ajuster sa conscience sociale. Donc, ça fait partie de l'expérience karmique de chaque âme faisant partie de l'humanité. Mais les conférences de Bernard de Montréal ne sont-elles pas aussi une façon de conscientiser l'humanité? Ou alors irez-vous dire que c'est une partie... une mission spirituelle? Non, le travail que je fais sur le plan public va conscientiser des individus dans l'humanité, mais pas l'humanité. Ce sont des individus. D'ailleurs, la très grande différence entre la conscience involutive et la conscience évolutive, c'est que la conscience involutive est sociale. Elle est conditionnée par la société, elle est conditionnée par la race, elle est conditionnée par le mémoriel de la race. Alors que dans l'évolution de la conscience créative future de l'homme, où l'homme passera à une autre échelle de sa conscience évolutive, cette conscience sera totalement individuelle. C'est une conscience individuelle qui, au cours des siècles, créera, oui, effectivement, à long terme, une conscience plus collective. Mais ce sera un processus d'individualisation. Quelle différence entre individuel et égoïste? Individuel, dans le sens d'individualiser, veut dire que l'homme en arrive à l'identité de sa conscience. Donc, un homme qui a une identité, qui a un centre, si vous voulez, qui a un centre mental développé, qui a un centre émotionnel développé, qui a un centre de sa conscience, il est individualisé, c'est-à-dire qu'il vit une plus grande identité par rapport à lui-même, il vit un lien plus étroit par rapport à sa lumière, mais il n'est pas égoïste. Le terme égoïste, c'est un terme qui s'applique à la conscience psychologique de l'homme involutif, qui pense, qui réfléchit et qui peut se donner des valeurs personnelles pour bénéficier de certains atouts. Alors que dans le cas de l'évolution, dans le cas de l'individualisation de l'homme, où il en arrive à une grande identité avec sa réalité, il n'y a pas d'égoïsme, mais il y a une grande centricité. L'homme est centrique. Extérieurement, ça se ressemble. Extérieurement, ça peut se ressembler, autrement dit, à l'extérieur, on peut dire, ah ben cet homme-là, il est égoïste parce que il n'agit pas comme nous. Mais d'un autre côté, il faut le connaître, cet homme. Donc, une personne inconsciente ou involutive qui entrerait en contact avec une personne consciente évolutive et qui la comprendrait, avec laquelle il pourrait parler, et à qui on expliquerait très bien le phénomène de la conscience évolutive, à ce moment-là, elle verrait que ce n'est pas un phénomène d'égoïsme, mais que c'est un phénomène de autre centricité. Autrement dit, il y a de plus en plus d'enfants peut-être centriques qui font à leur tête et ils savent ce qu'ils veulent. Non, ça, c'est de l'égocentrisme. Être centrique, ça ne veut pas dire faire à sa tête. Être centrique, c'est être centré dans sa conscience créative. Donc, c'est manifester créativement sa conscience. Donc, c'est manifester créativement sa tête. Donc, un enfant qui manifeste créativement sa tête ne peut pas être catalogué d'égocentrique. Mais un enfant qui exprime sa conscience subjective, les mouvements astraux de sa conscience évolutive, son caractère subjectif, à ce moment-là, on peut dire qu'il fait à sa tête. Et ceci demandera une éducation, ceci demandera un ajustement, ceci demandera une réorganisation psychique de son moi que l'éducation des parents ou de l'école peut lui donner. Est-ce qu'un enfant qui serait fusionné aurait des sérieux problèmes sociaux et peut-être serait traité par des psychologues, pour ne pas dire des psychiatres? Je vois difficilement qu'un enfant puisse être fusionné, parce que pour être fusionné, d'abord, ça nécessite une altération profonde du corps mental, donc de tout ce qui est
cérébral, tout ce qui est intellectuel, donc tout ce qui est mémoriel. Et les doubles ne fusionneraient pas avec un être qui est trop jeune. Ils fusionneraient avec un être qui a suffisamment acquis d'expérience psychologique pour qu'il puisse comprendre son phénomène lorsque la fusion se fait. Parce que vivre une fusion, c'est une chose, mais il faut la comprendre. Une fois qu'elle est comprise, elle est intégrée. Une fois qu'elle est intégrée, à ce moment-là, elle redonne à l'homme sa liberté créative et elle lui permet de refonctionner dans la société d'une façon normale et naturelle. Mais si un enfant était fusionné en bas âge, à ce moment-là, d'abord, il perdrait les facultés qu'on s'attend de lui, les facultés intellectuelles à l'école. Il n'aurait plus le matériel mémoriel pour étudier, il n'aurait plus la conscience sociale pour troquer avec ses amis. Donc, il serait considéré extrêmement anormal. Et s'il n'avait pas de personne pour lui expliquer ce qui se passe en lui, il serait extrêmement malheureux. Donc, je ne vois pas que l'homme vive la fusion trop jeune. Ou même traité par des psychologues ou des psychiatres. Comme je Ou vous disais. encore, oui, parce qu'ils seraient obligés, ces gens-là, de prendre conscience qu'il se passe quelque chose d'anormal chez l'individu et probablement ils seraient obligés de tirer des conclusions qui seraient probablement précises sur le plan structural, mais qui seraient imprécises sur le plan psychique. Alors, quel conseil donneriez-vous à des parents qui ont des enfants mésadaptés, socio-affectifs, qui ont des caractéristiques un peu comme ça que vous venez de mentionner? Les enfants qui ont des caractéristiques socio-affectives doivent être mis en contact avec des gens qui sont suffisamment mûrs pour comprendre qu'un être humain, qu'un enfant, a besoin de canaliser son énergie. Il y a dans le monde aujourd'hui, surtout aux États-Unis, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent, par exemple, d'hyperactivité. Bon, pourquoi un enfant souffre d'hyperactivité, surtout et beaucoup aux États-Unis? Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, la civilisation, elle est devenue totalement matérielle. On achète aux enfants des jouets, on achète des computers, on achète ci, on achète ça, on achète ci, on achète ça. Autrement dit, on achète à l'enfant des choses extérieures, mais on ne donne pas à l'enfant une chance d'extérioriser ce qui est en lui. Donc, l'enfant vit trop de l'extérieur, et l'extérieur, pour lui, est banal parce que le corps astral ne peut pas indéfiniment se suffire à une matière extérieure, à une chose. Parce que le corps astral de l'homme, qui fait partie de sa conscience, la conscience de l'âme, en plus du fait que l'homme aussi a une conscience spirituelle, c'est-à-dire un esprit, un double qui pousse en arrière, cette énergie a besoin d'être canalisée. Donc, l'enfant qui souffre d'hyperactivité a besoin d'avoir des parents qui sont capables de le plugger, mais le plugger dans la bonne plug. Donc, plugger un enfant dans la bonne plug, ça veut dire être suffisamment sensible à notre enfant pour savoir, percevoir, réaliser que c'est dans cette direction-là qu'il a une grande chance de manifester son énergie créative. Et on le plug. Donc, nous vivons dans un temps qui est extrêmement matérialiste sur le plan de la conscience. C'est la condition que nous connaissons. Malheureusement, nous n'utilisons pas tout ce qui est à notre avantage. Effectivement, dans notre société, il y a des gens qui sont capables de donner des tests à des enfants, de les enligner. Mais ces tests-là ne sont pas suffisamment psychiques. Ils sont plutôt d'ordre psychologique. Ils sont plutôt d'ordre de ce que vous appelez le IQ, le quotient intellectuel. Mais ce n'est pas parce qu'un enfant a un quotient intellectuel de haut de gamme que nécessairement ce qu'on va lui suggérer va faire partie de sa vibration. Il faut trouver la vibration. Et si les parents sont capables de trouver la vibration de l'enfant, réaliser la vibration, on s'occupe trop de l'IQ de l'enfant, du quotient intellectuel, et on ne s'occupe pas suffisamment de sa sensibilité psychique. Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes docteur. Bon, vous êtes licencié, vous êtes intellectuel, et admettons que votre femme est avocate. Alors, imaginez-vous un enfant qui naît dans un milieu de docteur et d'avocat. Et que lui, à cause de l'expérience de l'âme, pour l'expérience de l'âme, doit en arriver à être suffisamment
fort pour passer à travers ce conditionnement social. Peut-être que l'âme, ce que l'enfant doit faire, ce qui est marqué pour lui, ce qui fait partie de sa programmation, ce qui fait partie de son talent interne, de sa vibration, c'est de devenir un chanteur de rock. Alors, vous vous imaginez le genre de rock que ça va faire à la maison, ça, quand le médecin et l'avocate vont découvrir un jour que l'enfant, c'est le rock qui l'intéresse? Pensez-vous que le médecin et l'avocate sont intéressés à ce que l'enfant devienne un rocker? Non. Donc, on va le plugger à quoi? On va le plugger à de la mathématique, on va le plugger à de la biologie, on va le plugger à de la médecine, on va le plugger... Et puis, le gars, ce qu'il veut faire, c'est du rock. Donc, quelque part dans l'expérience de cette famille, il va y avoir des grandes tensions. Et si réellement le type a une haute vibration de rock, s'il est marqué dans 15 ans, pour 20 ans, pour devenir un grand rock québécois, ou un grand rock canadien, ou un grand rock américain ou international, vous pouvez être sûr que le médecin et l'avocate vont rocker chez eux pendant ce temps-là. Vous comprenez? Donc... S'il est marqué, s'il est programmé, ça fait 2 fois que vous le dites. Où, quand, comment on est marqué, on est programmé, puis par qui? Chaque être humain a dans sa vie une voie d'expérience. Tracé par qui? Qui fait partie de son évolution, qui fait partie de son expérience, qui fait partie de son passé. Donc, qui fait partie de lui. Donc, quand il revient dans la matière, cette expérience, elle revient en surface. Elle veut s'exprimer. Donc, si elle ne s'exprime pas, si elle est bloquée dans son expression pour des raisons comme celle que je viens d'expliquer, à ce moment-là, l'individu, l'âme, vit une grande expérience, vit une grande souffrance. Donc, l'âme va se débattre dans cette sorte de conformisme. Et ça fait partie de l'expérience. Et peut-être qu'un jour, ce petit bonhomme-là, il va créer des crises dans la maison, le médecin va le mettre à la porte, l'avocate va le mettre à la porte, il va y avoir des grandes larmes. Et lui va être, s'il est assez fort, s'il a une âme assez forte, il va percer et un jour, il va devenir le grand rock. Et un jour, le médecin, l'avocat ou l'avocate vont regarder, ils vont dire, ouais, c'est vrai, t'avais bien raison, mais on ne le voyait pas dans le temps. Puis le jeune, il va dire, mais c'est votre crise de problème. Ouais. Donc, l'âme, ça fait partie de l'accumulation des expériences de l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vivons dans un siècle, dans un temps, où les jeunes sont en train d'explorer leur médium, ils sont en train d'explorer leur vibration, leur sensibilité. Et pourquoi il y a une rupture entre le vieux et le nouveau? C'est parce que les contraintes, aujourd'hui, sont beaucoup plus lousses qu'auparavant. Un jeune est supporté aujourd'hui par une multitude de jeunesse. Un jeune aujourd'hui est supporté par la télévision. Nous sommes supportés par des systèmes d'information, de renseignement, de psychologie, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, un jeune qui a moindrement une force, qui doit prendre de l'expansion, de l'expression dans sa famille ou dans sa vie, il va le faire. Et s'il ne le fait pas, à ce moment-là, il va être brimé dans sa nature d'être. Et ça fait partie de sa souffrance, ça fait partie de la souffrance de l'âme. Et s'il n'a pas passé à travers cette expérience dans cette vie, il passera à travers cette expérience dans une autre vie. Mais il faut quelque part que l'âme de l'homme en arrive éventuellement à saisir au moins un aspect de la vie, celui qui lui permet de s'exprimer. Et ensuite viendra le contact avec le double qui amènera l'homme en tant qu'être individualisé, non pas à réaliser le besoin de s'exprimer dans le monde, mais à vivre la puissance de son expression. Donc l'homme de l'évolution, dans le meilleur des mondes, va se diriger vers une capacité ou une recherche du besoin de s'exprimer. On a tous besoin de s'exprimer, on souffre tous de créativité. Tous les hommes, tous les âmes, toutes les femmes, tous les enfants, rendus à un certain âge, prennent conscience du besoin de s'exprimer pour prendre conscience de leur créativité. Pourquoi? Parce que une fois que l'homme devient créatif, il commence à sentir la pulsion de son intelligence dans le moi, à travers le moi. Donc, il se sent bien dans la vie, il se sent mieux dans la vie. Mais c'est la première étape de la créativité. Dans la créativité de l'évolution, il y a de la souffrance. Tous les hommes qui en arrivent à être créatifs, qui en arrivent à passer les frontières
de la conformité, qui en arrive à créer de nouveaux mondes, de nouvelles expériences, de nouvelles sphères d'activité, ces gens ont tous souffert. Pourquoi? Parce que la créativité fait partie de l'expérience de l'âme et elle fait partie d'une évolution. Mais lorsque l'homme passera à la prochaine étape, c'est-à-dire l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, la fusion, l'identité, l'homme deviendra créatif par lui-même, donc il n'aura plus à se battre pour être créatif, ça fera partie de lui, donc cette créativité sera tellement personnalisée, tellement neuve, tellement jointe à son esprit, que l'homme ne s'occupera plus d'être créatif. Il ne vivra plus sa créativité sur le plan de l'expérience de l'âme, il vivra sa créativité sur le plan de la fusion de l'esprit, de l'âme et de l'ego. Vous avez dit tantôt, s'il a une âme forte, il va passer à travers les épreuves de la vie. Donc l'âme, c'est drôlement utile. Et au début de la conférence, vous l'associez presque à l'astral, à de la mémoire, l'accumulation mémorielle. Oui. Quand je parle de l'âme, je parle d'abord l'âme fait partie du monde astral. L'âme, elle est faite de matière astrale. L'âme, c'est un aspect de la réalité de l'homme. Elle fait partie de l'homme. Elle est essentielle à l'homme parce que c'est à travers l'âme que l'homme prend conscience du moi. Mais l'âme étant expérientielle, autrement dit, n'étant pas créative, autrement dit, n'étant pas en fusion avec la lumière, autrement dit avec le double, elle est obligée, au cours de son expérience, de vivre constamment d'expérience et d'expérience et d'expérience et d'expérience et d'expérience. Et cette expérience-là sert à son évolution, mais aussi elle sert à la souffrance de l'ego. Donc, ce qui me fatigue dans le phénomène de l'âme, dans le phénomène astral de l'homme, c'est que l'homme vit toujours d'expérience et d'expérience. Et il faut que l'homme en arrive un jour à cesser de vivre d'expérience. Et ceci, ça commencera dans la conscience humaine lorsque l'homme sera suffisamment unifié à son double, suffisamment conscient de son double pour que finalement l'âme, au lieu de régir l'ego, au lieu de s'imposer à l'ego, à travers tout un mémoriel collectif humain ou à travers un mémoriel subjectif personnel, cette âme-là deviendra simplement un plan d'énergie astral, mais qui aura été totalement nettoyé au niveau du périsprit, et il ne restera que le noyau de l'âme, c'est-à-dire cette partie vibrante, puissante, qui est le centre même de la conscience de l'homme, mais sur le plan astral et non pas sur le plan mental. La conscience de l'homme se situe donc dans l'âme? La conscience de l'homme se situe sur le plan de l'âme et elle ne se situe pas sur le plan du mental. C'est pour ça que l'homme n'est pas capable de comprendre et de savoir par lui-même. L'homme n'est pas capable de comprendre et de savoir par lui-même la vie. C'est pour ça que l'homme n'est pas capable de comprendre les hommes, n'est pas capable de savoir les hommes, parce que le centre de sa conscience est au niveau de l'âme. Il faut que le centre de la conscience de l'homme soit au niveau du mental et que ces deux plans se joignent, se connectent pour que l'homme ait accès à une lumière beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, qui en elle-même est absolue, au lieu de vivre simplement d'une lumière astrale. C'est ça qui est la condition humaine, c'est ça l'évolution, c'est ça l'existentiel, c'est ça le voile, c'est ça la recherche de l'ego pour une identité, c'est ça la recherche spirituelle de l'homme dans la chrétienté et les religions orientales. L'homme est à la recherche. Mais pourquoi l'homme est à la recherche? Parce que l'homme, l'âme, le noyau de l'âme n'est pas connecté, n'est pas rendu vibrant par la lumière de l'homme qui fait partie de sa conscience cosmique, de sa conscience universelle. Vous dites comme les religions, donc il ne faut pas perdre son âme. Il ne faut pas perdre son âme au niveau des religions. Ça veut dire qu'il ne faut pas abaisser le taux vibratoire de sa conscience. C'est ça que ça veut dire, ne pas perdre son âme. Un homme, par exemple, qui va faire de la magie noire, mais il va abaisser le taux vibratoire de sa conscience. Un homme qui va faire le meurtre ou qui va faire des actions antisociales, qui va voler, il va abaisser le taux vibratoire de sa conscience, c'est-à-dire qu'il va se laisser manipuler par le plan astral. L'homme doit élever sa conscience. Il doit élever le taux vibratoire de sa conscience. Donc, à ce moment-là, il spiritualise sa conscience. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après que l'homme a très spiritualisé sa conscience, après que l'homme est sorti du monde matériel, qu'il est entré dans le monde spirituel, il faut qu'il aille dans le monde mental. Sinon, il ne sera jamais intelligent. Il va être spirituel, il va être matériel, il va être intellectuel, il va être spirituel, mais il ne sera jamais intelligent. C'est-à-dire, il ne comprendra pas la vie. Et l'homme doit comprendre la vie d'une façon parfaite, comme si c'était une science. Et la vie, c'est une science. Tout se comprend. L'invisible se comprend. La mort se comprend.
Pour élever le taux de la conscience de l'âme, j'ai l'impression que c'est comme par l'amour que le Christ enseignait. Et il avait dit aussi après, je vous enverrai le paraclet, c'est-à-dire l'intelligence. Et c'est ce qui arrive, là, c'est ce qui arrive à la Oui, Terre. l'amour, elle a une grande fonction sur notre planète parce que l'amour permet à l'homme d'élever sa conscience, autrement dit, de raffiner le taux vibratoire de ses corps subtils, donc d'agir en fonction de certains paramètres qui ont été institués dans différentes religions, dans différents secteurs de la vie. C'est pour ça que lorsque nous regardons les religions, nous voyons que dans les religions, il y a des principes fondamentaux qui touchent à toutes les religions, c'est universel. Mais pour que l'homme en arrive à comprendre l'amour, autrement dit, pour que l'homme en arrive à vivre de l'amour d'une façon intelligente, et non pas simplement d'une façon spirituelle, il faut qu'il passe au plan mental. Parce que si nous vivons l'amour, il y a des gens qui meurent d'amour. Il ne s'agit pas pour l'homme de mourir d'amour. Il s'agit pour l'homme d'aimer d'une façon intelligente. Si nous mourons d'amour, nous ne vivons pas l'amour d'une façon intelligente. Nous sommes astralisés dans notre amour. C'est ce qu'on nous dit du Christ. Il est mort par amour pour l'humanité. Le Christ est mort par amour pour l'humanité. Il n'est pas mort d'amour. Il est mort par amour. Ça faisait partie de son initiation. Ça faisait partie de son effusion. Il n'y avait pas le choix. C'était un initié. S'il n'était pas venu sur le plan matériel, aujourd'hui, l'homme ne pourrait pas communiquer avec les plans subtils. Donc, ça faisait partie de sa fusion, de son effusion. Donc, les initiés, automatiquement, sont obligés de souffrir un martyre quelconque. Qu'ils souffrent le martyre du corps matériel ou qu'ils souffrent le martyre du corps mental. Ils souffrent un martyre. Donc, le Christ vivait dans un temps où les peuples étaient extrêmement primitifs. Il vivait dans un temps où les peuples n'avaient pas développé un mental aussi sophistiqué qu'aujourd'hui. Il vivait dans un temps où les peuples étaient appelés à la parole à travers des formules plus ou moins spirituelles, plus ou moins colorées. C'est à peu près l'époque des Grecs, puis les grands philosophes grecs font encore école. Les grands philosophes grecs, écoutez. Les mathématiciens. Écoutez, les philosophes grecs font école pour ceux qui veulent retourner dans le passé et étudier l'histoire de l'évolution de la pensée grecque, évidemment. Mais aujourd'hui, l'homme est rendu à un point où la philosophie, c'est fini. Elle est morte, la philosophie. Et la philosophie va mourir parce que la philosophie n'a pas la capacité de détruire sa forme et de créer une forme nouvelle. La philosophie, c'est l'appointement du corps mental inférieur de la conscience astrale de l'homme. La philosophie, elle est aussi limitée dans sa conscience que la science l'est aujourd'hui, mais ça fait partie de l'évolution du corps mental inférieur de l'homme. Si la philosophie était si universelle, si grande, si absolue, elle donnerait à l'homme les réponses à la vie. Et la philosophie n'est pas capable de donner à l'homme les réponses à la vie. Elle taponne avec des concepts, elle fait de la masturbation psychologique. Mais la philosophie n'est pas capable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, les gens sont beaucoup moins intéressés à la philosophie qu'ils l'étaient durant la Deuxième Guerre mondiale, durant la période de Sartre, ou auparavant durant la période des autres philosophes européens. Pourquoi? Parce que la philosophie aujourd'hui, c'est pas ce qui te nourrit, c'est pas ce qui te remplit, c'est pas ce qui répond à tes questions fondamentales. C'est fini la philosophie, c'est nécessaire, parce qu'il y a des aspects de la philosophie qui permettent à l'homme de réagir d'une façon très structurée sur le plan mental pour en arriver à une définition extrêmement catégorique des potentialités évolutives sur le plan mental, sur le plan de la science, sur le plan de la mathématique. Mais la philosophie en elle-même n'est pas capable de répondre. Au moins, si vous voulez faire quelque chose, entrez dans la métaphysique occulte des choses. Là, vous allez aller un petit peu plus proche des choses. Et si vous allez aller un petit peu plus loin, rapprochez-vous des auteurs comme Aurobindo. Et si vous allez aller encore un petit peu plus loin, rapprochez-vous des penseurs qui représentent probablement les plus grands êtres du 20e siècle, comme Rudolf Steiner. Autrement dit, si vous voulez avoir des leçons, pas des leçons, mais des réponses à des questions fondamentales de la vie, allez voir des gens dans le monde, et ils sont en petit nombre, qui ont vécu cette expérience et qui ont dépassé les frontières de la philosophie. La philosophie, qu'est-ce qu'il y a dans la philosophie? L'enseignement de Bernard de Montréal, est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est la philosophie, laissez-moi finir sur la philosophie. La philosophie, c'est intéressant. Je ne dis pas que c'est pas intéressant. C'est un jeu de l'esprit. C'est un jeu qui fait plaisir à l'ego. Et c'est un jeu subtil de la forme mentale qui permet à l'ego de raffiner sa conscience mentale subjective, réflective. C'est ça, la philosophie.
Mais la philosophie, ce n'est pas une puissance créative qui fait sauter les formes. Ce n'est pas une puissance créative qui fait sauter les formes. Et l'homme a besoin d'une puissance créative qui fait sauter les formes pour que finalement la philosophie soit mise dans le cadre d'une fonction pragmatiste au lieu d'être donnée une fonction universelle. C'est fini la philosophie. C'est fini. Non. L'homme aujourd'hui, surtout depuis 20 ans, l'homme, les jeunes, tout ce qui se passe dans le monde, le cerveau qui vibre, toutes les impressions. L'homme est en voie aujourd'hui de forcer les frontières, de forcer ce qui lui a été imposé. Et plus il aura la force de forcer et de faire casser les formes, il découvrira finalement des formes nouvelles, il créera des formes nouvelles. Donc la philosophie, c'est le dernier des souffles du mental humain qui a servi à l'évolution de l'humanité pendant l'involution, à partir des Grecs et avant, parce que la philosophie existait avant les Grecs, elle existait chez les Atlantes. Mais on a situé historiquement que la philosophie vient des Grecs. Mais elle a fini son rôle. L'homme aujourd'hui est rendu trop intelligent pour se laisser imposer des doctrines qui viennent d'ailleurs. L'homme, dans son individualité intégrale, il aura accès à sa conscience. Donc, s'il rencontre quelqu'un dans le monde avec lequel il peut parler, il parlera d'une façon créative et les deux ensemble seront bien. Mais l'homme n'aura plus besoin de se gargariser avec des mots. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, la philosophie. C'est très intéressant, mais pour moi, c'est intéressant à la détruire. Ce n'est pas une parole contre la philosophie. J'aime la philosophie. Tout est intéressant. Mais il s'agit de faire avancer la forme. Si nous faisons avancer la forme, finalement, la philosophie se fatigue, elle s'épuise. C'est comme la psychologie. La psychologie, c'est pas fini. On commence. Il va falloir un jour que les psychologues fassent le saut. Il va falloir un jour que les psychologues fassent comme les chefs dans les montagnes, qu'ils montent d'une roche à une autre roche. Sinon, ils vont demeurer prisonniers d'une psychologie cartésienne classique, moderne, qui donne à l'ego une impression d'être savant ou d'une impression de connaître les principes mécaniques du comportement. Mais l'homme va plus loin que le comportement. Nous ne sommes pas tous des skinnériens. L'homme va beaucoup plus loin que le comportement. L'homme va vers l'essence. L'homme, il est essentiel. Donc, la psychologie s'occupe trop du comportement humain au lieu de s'occuper ou d'en arriver, et elle devra, parce que c'est son rôle. Le rôle de la psychologie, c'est d'expliquer l'homme à l'homme, et le rôle de la philosophie, c'est d'expliquer la pensée à l'homme. Mais ce sont des rôles, des fonctions différentes. Donc, la philosophie, elle a fait son rôle, elle a essayé d'expliquer à l'homme la pensée. Je pense, donc je suis, ok. Maintenant, la psychologie au XXe siècle, son rôle, c'est d'en arriver un jour à expliquer l'homme à l'homme. Tant que la psychologie ne sera pas capable d'expliquer l'homme à l'homme, elle sert à quoi? Elle sert simplement à maintenir le statu quo de son comportement, à lui dire, bon, ben écoute, tu vas un petit peu trop loin, on va donner une pilule, puis on va t'ajuster, ça. Ça, c'est bon, ça fait partie du côté pragmatique de la psychologie. Mais la psychologie en son essence, la psychologie en tant que lumière à travers une forme qui est une science et qui doit devenir une science réelle de l'esprit. Sa fonction, c'est quoi? C'est d'expliquer à l'homme les mécanismes astraux de sa conscience évolutive pour que l'homme en arrive à pouvoir ne pas arriver à l'aliénation mentale. Le petit garçon qui dit à ses parents, par exemple, « Ah, je vois un petit bonhomme au plafond. » Si le père il est moindrement intelligent, il va prendre un balai, il va dire oui mon petit, je vais l'envoyer le petit bonhomme, donc il prend le balai, il envoie le petit bonhomme, et le petit il dit il dort, il est bien. Mais si le père il dit ah qu'est-ce que c'est ces crises de petits bonhommes là au plafond, il n'y a pas de petit bonhomme là, mange de la marde, là. À ce moment-là, vous pensez que le petit il va arrêter de voir des petits bonhommes? Il va continuer à voir des petits bonhommes, puis ça c'est rien. Il va commencer à y parler, petit bonhomme. Fait que 7 ans, 8 ans, 9 ans, tu parles au petit bonhomme, ça marche. Mais quand tu es rendu à 20 ans, tu parles au petit bonhomme, il faut que tu saches à qui tu parles. Hein? Fait que s'il n'y a pas un psychologue, s'il n'y a pas quelqu'un dans le monde, une science dans le monde qui est capable de dire, bon, le petit bonhomme à qui tu parles, il vient de l'astral.
Puis il est identifiable, ce petit bonhomme-là. Puis il te vampirise, ce petit bonhomme-là. Puis il va te dire que t'es un plein de marde. Dans ta tête, tu vas penser que c'est toi qui te dis que t'es un plein de marde, fait que tu vas y croire, parce que le petit bonhomme va te dire « Je suis un plein de marde ». Il va pas te dire que t'es un plein de marde, parce qu'il va révéler trop sa game. Fait que c'est très important que la psychologie connaisse la conversion du je et du tu dans le phénomène de l'aliénation, dans le phénomène de l'astralisation de l'homme. Et tous les gens qui ont vécu le moindrement un débalancement psychique, qui sont allés dans les hôpitaux, qui ont été traités par les psychologues, ou les gens qui ont été très, très affectés dans leur comportement interne, ils le connaissent, le phénomène de la voix qui parle. Donc, c'est à la science de découvrir ceci. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de dire « Ah ben, ça fait partie des théories ésotériques ou occultes de l'humanité. Ça, c'est de la connerie, ça. » Je dis « Bon, nous autres, on vous donne des pilules, ça s'arrange. » Effectivement, ça s'arrange. Ça s'arrange temporairement, mais ça ne redonne pas à l'homme sa conscience. Ça fait de l'homme un légume. Moi, j'en ai un cousin qui est un légume. C'est pas intéressant, ça. Donc, l'homme, que la science agisse comme ça aujourd'hui, elle fait de son mieux dans ce cadre-là, oui, mais elle doit un jour aller plus loin. Les psychologues doivent un jour réellement plonger dans la mécanique astrale de la conscience évolutive pour reconnaître comment ça fonctionne, ça. Sinon, ils vont être prisonniers de leur théorie, ils vont être prisonniers de leurs concepts, ainsi de suite, et nous allons avoir de plus en plus de gens qui souffriront de l'aliénation mentale ou du mal de l'esprit. Les psychologues qui voudraient, par bonne volonté, est-ce qu'ils devraient lire du Steiner ou... Les psychologues qui sont sensibles, les psychologues qui ne sont pas orgueilleux dans le mental, les psychologues qui ne sont pas poignés. Bon, c'est là que je parle. Les psychologues qui sont au bout. Il y en a des psychologues au bout. Il y en a des psychologues pas poignés. Bon. Il n'y a pas une Freud. Je l'aime bien, Freud. Je l'aime bien, Jung. Mais il n'y a pas un que ça. Il n'y a pas un Adler. Il y en a d'autres. Bon ben, allez dans une librairie ésotérique, puis regardez ce qui se passe. Ou informez-vous, parlez du monde. Moi, j'ai rencontré une personne, des professeurs qui venaient d'Égypte et d'Arménie. Arménie? Comment ça se dit? Arménie. Des gens extraordinaires. Des gens extraordinaires. Réellement la crème de la crème. Des beaux esprits, des beaux intellects. Et un jour, je suggérais à l'épouse du bonhomme de lire un livre de Rudolf Steiner. Et quand elle a lu ce livre-là, elle a été époustouflée. Elle m'a dit, comment ça se fait que j'ai jamais lu ça? Comment ça se fait qu'on ne nous parle pas de Rudolf Steiner à l'Université de Montréal? Comment ça se fait qu'on ne parle pas de ces bonhommes-là dans les universités, dans les scientific establishments? C'est grave. On parle des gens qu'on veut parler. Kant, Nietzsche. J'ai rien contre ça. Mais il y a du monde dans le monde qui parle. Il y a des hommes, il y a des cerveaux. Rudolf Steiner, c'était un des plus grands cerveaux du 20e siècle. Personne ne connaît. On commence un petit peu plus, là, parce que probablement à travers votre travail. Mais personne ne connaît Rudolf Steiner. Donc, il y a des hommes comme ça, un peu partout dans le monde, on ne les connaît pas. Puis ce sont ces gens-là qu'il faut connaître. C'est ceux qu'on connaît qu'il ne faut pas connaître. Mais ceux qu'on connaît, tout le monde les connaît. Fait que c'est le fun de parler de philosophie ensemble, puis discuter du complexe comment est-ce qu'il s'appelle? Le complexe de Rex? Le complexe d'Oedipus? Ouais, mais ça mène à quoi, ça? Ça donne-tu de la conscience? Ou des mal de ventre? On aime ça. Discuter de... Il y a du monde qui écrivent des livres, il y a du monde qui ont écrit des livres, puis on ne connaît pas. Moi, quand je dis à un médecin, as-tu déjà entendu parler de comment est-ce qu'il s'appelle? L'arabe qui écrivait des livres, là. Gibran? Gibran. Non, on ne connaît pas Gibran. Connais-tu Steiner? Non. Des doctorats, ils ne connaissent rien. Dans la littérature un petit peu plus créative, un petit peu plus humaine, un petit peu plus essentielle. Comment je dis? Ben, à l'université, c'est une chose, il faut aller chercher ceux qu'on connaît, d'accord. Mais il faut aller chercher aussi ceux qu'on ne connaît pas si on veut aller plus loin dans l'évolution de la science, dans l'évolution de la conscience, dans l'évolution du savoir. J'ai rencontré un type dernièrement, il dit « Connais-tu ça, Bernard à Montréal? » J'ai dit « Bernard à Montréal. »
J'ai dit, mais ça, j'ai déjà entendu parler de ça. J'ai dit, c'est pas avec le fou, là, Glenn, là, ce gars-là. Il dit, ouais, il dit, Glenn, c'est un drôle de gars, mais il dit, des fois, il va à son programme. Je t'ai pas pu dire, c'est à moi. Ah, mais le gars, là, fais ta job, lis! Je suis pas intéressé de t'inviter chez nous, lis! Puis lis les autres. Il y en a bien, tu vois, il n'y a pas une Bernard à Montréal. Fait qu'on est rendu à un point où les psychologues, les philosophes, les doctorats, tous ces gens-là, là, l'establishment, là, faut qu'ils sortent de leurs frontières, puis qu'ils commencent à regarder, puis à lire des livres que nous autres, hein, que les niaiseux, qui lisent. Puis on peut s'apercevoir qu'il y a du monde dans le monde qui ne sont pas si niaiseux que ça. On n'est pas aussi cave que ça. C'est ça qui me fâche. Et comme tu disais tantôt, Bernard, les gens qui sont comme toi, ils ne sont pas organisés en système. Ça développe des êtres individualisés, donc ils n'embarquent plus dans des systèmes. Et dès que tu fais une collectivité, c'est bien plus fort qu'un individu tout seul. Je commence dans ça, là. Quand on suit un cheminement qui nous amène vers la conscientisation, on devient de plus en plus individualisé dans sa conscience. Centrique, seul. Alors que tous les autres s'organisent comme des meutes de loups. Ils se tiennent en gang, puis en gang, ils se sentent plus forts que l'individu tout seul. Alors, c'est sécurisant d'être en gang, et c'est plus puissant d'être en gang. Oui, c'est sécurisant d'être en gang, c'est plus puissant socialement parlant d'être en gang, mais c'est pas réel d'être en gang. Si l'homme n'est pas capable d'être bien dans sa peau tout seul, sa peau